Nous quittons la dette qui galope, les déficits qui se creusent, nous quittons les moquettes feutrées de Bercy, les secrets des coffres de nos grands argentiers nationaux, les doutes de nos banquiers centraux et la tout grâce des agences de notation pour aller faire un tour du côté du rêve d'être ensemble, du rêve d'être à deux, pour un soir, pour un lit, pour une nuit, pour toute une vie. Parfois, en tout cas, c'est la promesse des applis de rencontre. Elles s'appellent Tinder, Grindr, Badoo, Happn, Adopte un mec, Consort. Elles ont changé notre rapport à la drague, notre rapport au couple, notre rapport à l'autre, notre rapport aussi au réel peut-être. Elles ont changé la vie de plein de gens. Elles en ont aussi déçu pas mal d'autres. Ces autres qui disent aujourd'hui qu'il est peut-être temps de penser à autre chose, de réinventer la rencontre, de sortir le nez de nos écrans et de résister à la tentation du clic qui ne fait pas toujours le bon déclic. Bonsoir Florian Bardou. Ah pardon, vous avez un micro, vous avez de l'eau et bienvenue. Il fait une chaleur tropicale dans le studio. Et salut, on est une heure ensemble. Et bienvenue au studio 1374. Salut Florian. Merci, bonsoir, merci de nous accueillir. Florian, t'es journaliste à Libération. Tu es poète par ailleurs à tes heures perdues. On te doit notamment Les Garçons, la nuit s'envole et Club de recueil de poésie paru aux éditions Lunatiques. Ce soir, tu ne viens pas du tout nous parler de poésie. Encore que, on verra où ça nous mène. Tu viens plutôt surtout nous parler d'une série de papiers que tu as écrit pour Libé. Une série de papiers qui s'appelle Tinder Detox et dont on va parler dans 50 secondes. Bienvenue Florian. À tes côtés Charlotte, la tenancière du compte Instagram La Célibataire la Vraie. Tu portes haut les joies et les pannes du célibat avec un slogan: le célibat c'est comme la vie, parfois c'est très cool, puis parfois c'est très chiant. Et tu as commis Célibataire mode d'emploi, un livre paru chez Mango Society. J'ai tout bon? Tout à fait. Florian, c'est quoi cette série Tinder Detox et pourquoi? Alors le point de départ de cette série, qui est aussi une série de témoignages surtout, en fait c'était un regard très personnel et l'envie de raconter un processus que j'étais en train de vivre moi-même, c'est-à-dire en fait un jour, pour rentrer un peu dans les détails de ma vie, on va dire, j'ai eu une grosse séparation il y a 3 ans et depuis en fait j'avais bien avant ça réinstaller les applications de rencontre parce qu'on était même en couple libre et ouvert, voire plus. Et en fait, je les ai tout de suite réutilisés à fond, etc. Et en fait, ça m'a un peu perdu aussi parce qu'à chaque fois, je ne savais plus sur quel pied danser. En fait, je revenais dans ce monde du célibat et de la rencontre, du dating, etc. J'ai eu des histoires plus ou moins longues. Et il y avait une lassitude et d'autres choses qui s'installaient. Et en fait, on m'avait fait ce conseil, fais une pause. C'est-à-dire supprime-les un temps indéfini, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, plus, pour voir. Et pendant quelques temps, j'ai hésité à le faire et je ne l'ai pas fait, je n'ai pas écouté le conseil de mes amis. Et puis ça m'a trotté dans la tête et finalement je m'y suis résolu. Petit à petit, c'était très progressif. En fait, sur mon téléphone, j'étais un utilisateur très longtemps de Tinder et de Grindr. Étant gay moi-même et d'autres, j'avais téléchargé Hinge par exemple récemment pour voir justement qu'est-ce qu'il y avait là-dessus, pour voir s'il y avait autre chose peut-être. Voilà, puisque Hinge est une application qui est détenue aussi par Match Group, qui est ce grand conglomérat américain, etc., mais qui a une promesse marketing qui est celle de l'effacer dès qu'on fait une rencontre. Donc voilà, comme d'autres, mais celle-ci accentue particulièrement son marketing là-dessus. Et en fait, j'avais supprimé Tinder, supprimé Hinge, il me restait Grindr pour du sexe occasionnel, on va dire. Et puis j'ai une petite histoire qui a commencé. J'ai supprimé Grindr. Ce truc n'a pas duré longtemps et je me suis dit, en fait, là, tu as l'opportunité de ne pas les réinstaller. Et de le raconter. En étant journaliste, c'est pas mal. Ça me permet de créer de nouveaux sujets et de voir ce que ça nous fait. Et en fait, j'avais envie de voir ce que ça me faisait moi personnellement dans mon psychisme. Et puis en faisant, c'est-à-dire en discutant aussi avec des copains, en allant interroger d'autres témoins, mais des chercheurs, des sociologues, etc., des auteurs qui ont écrit un peu là-dessus, c'était de voir des psys, voir un petit peu il existait en fait un mouvement de retrait en fait des applications de rencontres, sachant que moi j'avais j'avais des copains qui s'en étaient éloignés aussi, etc. Et c'était l'envie de raconter ça. Et effectivement, c'est vite rendu compte qu'effectivement il y avait ce mouvement de lassitude. Et bim, en février, on apprend que aux États-Unis,
une plainte collective, enfin une class action est déposée par des utilisateurs d'applications du groupe Match contre ce groupe-là pour pratiques manipulatrices, risques d'addiction, etc. Et finalement, ça faisait totalement écho en fait à cette question du plus général qui a été abordée dans des livres d'essayistes, comme je dis du Portail, qui a 2 bouquins à son actif, de fatigue, de lassitude générale par rapport à ces outils numériques qui faciliteraient la rencontre. Charlotte, je te vois souscrire en tout à ce que dit Florian. J'approuve tout. Toi, dans ta vie, mais aussi dans ta communauté, tu retrouves un écho de ce que vient de dire Florian? Oui, complètement. Effectivement, ces groupes, on le sait, il y a plein d'études qui ont été faites, effectivement des essais dont le travail canon qu'a fait Judith Duportail et le travail de journaliste, de dire qu'effectivement ces groupes-là, pour la majorité, ont aucun intérêt en fait à faire se rencontrer les gens, puisque leur intérêt c'est plutôt de garder les gens sur la plateforme parce que c'est leur modèle économique. Donc c'est pas des associations, c'est pas des offres de bienfaisance, et donc tout leur intérêt c'est plutôt effectivement de garder les gens, et donc leur modèle insidieux c'est de générer plutôt de la frustration. C'est pour ça qu'il n'y a pas de modération, souvent des faux profils, etc. Parce que en fait, plus les gens restent, plus les gens sont frustrés et plus les gens sont malheureux et plus ils payent et plus du coup tout le monde, enfin en tout cas eux s'y retrouvent, et en fait effectivement aujourd'hui il y a des gens qui le vivent plutôt très mal, qui vont jusqu'à effectivement ce genre de démarche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux de l'utilisation de ces applis. Ouais. Alors vous allez voir, on va faire des balanciers entre c'est bien, c'est pas bien. On va faire aussi des balanciers avec le chat. Adonis qui nous dit: personnellement, j'ai jamais utilisé les applis de rencontre. Je pense que c'est important de se sentir bien avec soi-même. Alors déjà, être en couple, c'est pas une fin en soi, c'est déjà une deuxième idée. Et je trouve ça horrible de choisir son partenaire à la carte comme son paquet de céréales. Vivre sa vie, être ouvert aux autres, et peut-être qu'un jour on rencontrera quelqu'un. Il y a du vrai, il y a du faux dans tout ça. Les applis, il y avait quand même une promesse au début qui était intéressante. Ouais, carrément. Alors je rejoins, moi, ce que je le répète souvent, effectivement. On va faire des balanciers comme ça. Être en couple, c'est pas du tout une finalité en soi, que ce soit par choix ou pas. On peut aussi bien profiter effectivement de son célibat. C'est ce que je raconte quotidiennement sur mon compte et dans mon livre. Donc ça, on est tout à fait d'accord. Après, effectivement, il y a la promesse d'avoir, à la base, il y a un outil effectivement qui facilite la rencontre, parce que selon où on vit, selon l'âge qu'on a. Si tu vois, il y a Stuff qui dit: tout le monde n'a pas la chance de rencontrer des gens nouveaux tous les jours. Exactement. Et c'est vraiment ce qui ressort beaucoup. Et moi, ce qui ressort beaucoup dans ma communauté, c'est des personnes qui disent: moi, j'ai passé un certain âge, mon cercle d'amis s'est restreint pour X raisons, donc c'est plus difficile. Et c'est vrai que la promesse est belle. Et d'ailleurs, il y a plein de belles histoires, faut le dire aussi, on y reviendra peut-être plus tard. Il y a aussi plein de belles histoires. Mais c'est vrai que c'est un outil qu'il faut savoir appréhender. Il faut avoir tout ce contexte-là, je pense. Moi, je le dis souvent et j'en parle beaucoup des applis, parce que les gens souvent se sentent perdus dans l'utilisation, se sentent perdus sur les faux profils, le ghosting, les lapins, le fait que les femmes soient sursollicitées parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses, que c'est aussi entre guillemets un appât. Et donc, il y a ce sujet-là de comprendre tout ça. C'est important pour l'utilisation, pour pas justement pour le prendre pour soi quand ça le fait pas et quand c'est plus compliqué. Florian. Pour rebondir aussi, je pense un truc aussi intéressant, c'est remettre en perspective ce qu'est un petit peu le marché matrimonial. C'est-à-dire qu'en fait, la rencontre est aussi régulée historiquement depuis quand même un certain nombre d'années. Enfin, je veux dire, les premières agences matrimoniales. Les agences matrimoniales, elle a toujours été plus ou moins régulée. Voilà. Mais il se trouve que dans un contexte historique, on va dire depuis le 19e siècle, la question du mariage, de l'amour se pose dans des termes différents. Émergent des agences matrimoniales, il me semble que, je ne sais plus si c'est à la fin du 19e siècle ou au tout début du 20e, plutôt fin du 19e je pense, et ensuite tout au long du 20e, des grands magazines ou journaux type Le Chasseur français avaient des petites annonces de rencontres qui avaient pignon sur rue. Et en fait, finalement, cette question de chercher à rencontrer par un biais qui n'est pas... parce que finalement, en fait, on oublie aussi souvent que jusqu'à peu, les premiers cercles de rencontres, c'était l'entourage immédiat, c'est-à-dire au travail, le voisinage, pas la famille, quoique les cousins, ça arrivait encore... ça existe. Ça existe, mais ça arrivait encore... par exemple, moi, mes arrière-grands-parents étaient cousins germains. Et ça c'est souvent arrivé. Et finalement, à partir des années 90, quand émerge le web, apparaissent, dès 95, en fait, on a Match qui crée un site de rencontre. Et c'est ce qui est aussi intéressant, c'est que tout de suite, dès qu'apparaît un outil, apparaît l'idée qu'on va s'en servir pour favoriser la rencontre. Donc finalement, quand apparaît le smartphone en 2007, très vite,
Finalement, en 2 ans, on a déjà un outil qui est Grindr, 2009. C'est la création, le lancement de Grindr aux États-Unis. Donc, ce qui est marrant, c'est que les gays, encore une fois, là, sont un peu précurseurs super sur précurseurs. Voilà, super précurseurs. Mais tout de suite, à partir de les sites de rencontres, en fait, le truc de l'appli, le truc de l'appli, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est à la fois intéressant et insidieux, c'est que là où le site de rencontre est sur un ordinateur, il faut se connecter, faire sa démarche. Avant ça, le Minitel, admettons, il fallait faire cette démarche d'aller se connecter. Là, l'application de rencontre, elle est systématiquement dans la poche de son pantalon ou à proximité du fait de la présence du smartphone. Et c'est là où ça peut devenir, je pense, insidieux pour des personnes qui peuvent être en difficulté, en souffrance, qui ont des attentes très fortes. Ça a pu être mon cas. Et là, finalement, il y a cette nécessité de peut-être revoir comment on se sert de l'outil, est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de s'en séparer, et faire attention finalement au discours marketing, ce qui nous est tout simplement vendu comme promesse marketing. Charlotte, dans les gens qui témoignent dans ta communauté, qu'est-ce qu'on te dit là-dessus sur les applis ? En fait, je rejoins, effectivement, il y a le côté c'est dans la poche, donc c'est toujours, en fait, on a toujours un peu ce vivier à disposition et qu'on pense avoir à disposition. Et en plus, c'est vraiment très utilisé, il y a les codes du jeu, beaucoup sur ces applis. En fait, il suffit de matcher, il y a des petits cœurs. Enfin, c'est prouvé que ces codes-là incitent plutôt à avoir le plus de matchs possible. Et en fait, on a perdu un peu, je trouve, et c'est ce que beaucoup de mes abonnés disent, que ce soit des hommes ou des femmes, on a perdu l'essence même des applis de rencontres, c'est plus faire des rencontres en fait. C'est avoir plein de matchs, c'est de l'ego boost, c'est ce côté instantané. C'est là en fait, je suis aux toilettes, je me fais chier, je vais aller 5 minutes sur Tinder, je vais faire 2-3 matchs, coucou, tu fais quoi ? Il y a vraiment ce truc instantané. Et moi, je le vois autour de mon entourage perso, moi, mon utilisation. En fait, il y a autant d'utilisateurs que de personnes. Il y a des personnes qui l'utilisent, heureusement, pour faire des rencontres. Alors, il y a tout type de rencontres, des rencontres éphémères, des rencontres sérieuses. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui se spécialisent, entre guillemets, sur la rencontre sexuelle, la rencontre même aujourd'hui amicale. Bumble s'est diversifié sur la rencontre amicale aussi. Donc moi je remets toujours le truc de, à la base effectivement c'est fait pour faire des rencontres. Par contre il faut pas avoir effectivement, il y a des gens qui ont un niveau d'attente très fort effectivement sur ces rencontres là. Et moi je le vois, les gens qui le vivent très mal dans mes abonnés, et moi-même aussi je l'ai mal vécu à une période parce que j'avais énormément d'attentes, parce qu'on nous vendait aussi beaucoup de belles histoires de rencontres sur ces applis. Il y en a encore une fois, moi j'ai des potes qui sont mariés, qui se sont rencontrés sur Tinder, donc il y a beaucoup de belles histoires, mais c'est vrai qu'il y a un moment il y a eu cette période de fantasme en fait on a accès à tous les célibataires quasiment du monde, donc génial quoi. Et en fait les gens, beaucoup ne sont pas dans une vraie démarche de rencontre. Je crois que c'est 1 personne sur 2 qui est sur les applis mais qui a pas l'intention vraiment un jour de rencontrer vraiment les personnes quoi. Ce qui est ok par ailleurs, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir ce qu'on veut à un moment donné de sa vie, et ça, que sûr, oui. Ce qui est aussi, je trouve assez intéressant, c'est que je pense les applications, pour la plupart, enfin si on prend Tinder, le lancement c'est 2012, donc elles ont entre 10 et 15 ans. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'il faut payer pour utiliser Tinder ? Oui et non, c'est-à-dire que le modèle économique de Tinder et de d'autres applications, mais pas de elles ont toutes des modèles économiques différents, même si elles s'uniformisent de ce point de vue-là, c'est ce qu'on appelle le freemium, c'est-à-dire qu'en fait l'entrée est gratuite, mais on peut accéder à un certain nombre de services supplémentaires en s'y abonnant. Et en fait, c'est là où il y a un biais dans la construction à la fois de l'algorithme et du modèle de l'appli, c'est qu'en fait, il y a généralement moins de femmes que d'hommes, si on prend le monde hétérosexuel, moins de femmes que d'hommes sur les applis. Donc, pour attirer les femmes, l'idée c'est que le faire en sorte que ce soit gratuit pour elles, et l'algorithme est fait en sorte que, pour ne pas non plus trop les embêter, que les hommes et en quelque sorte doivent payer en fait pour accéder à plus de matchs, etc. Ce qui crée finalement aussi les femmes, c'est le produit sur les applis. Voilà. C'est le produit. Et je ne sais plus ce qu'on disait avant le modèle freemium. D'autres fonctionnent sur un système finalement de publicité, je suppose de vente de données aussi. Ça, c'est un truc très touchy. Par exemple, Grindr, c'est intéressant. C'est qu'a toujours nié et démenti avoir vendu à des tiers des données personnelles récoltées vers l'application, mais a été condamné par... je ne sais plus quelle cour norvégienne, à une amende record il y a quelques années, amende qui a été confirmée, etc., pour justement vente à des annonceurs. Il faut voir aussi le niveau d'intimité des données qu'on donne à ce type d'application, et notamment Grindr.
notamment des données de santé. Tout à fait, le statut sérologique notamment. Et donc ça pose cette question également sur Tinder et Bumble et autres. Finalement, cette question de que deviennent nos données personnelles là-dessus, qui sont un enjeu assez économique. Et on est, je pense, potentiellement plus ciblé par la pub. Et je voulais tout à l'heure dire quelque chose, je ne sais plus. Oui, par rapport au fait que ça fait 10 ans, 15 ans que ces applis existent, qui a forcément eu au début, je pense, une curiosité très forte, et un intérêt, beaucoup de gens s'y sont engouffrés, il y a eu cette période par ailleurs, je pense qu'il y avait déjà eu une lassitude qui s'était exprimée un peu, on va dire 2018-2019, sauf qu'arrive la pandémie de Covid. Et que là, super. Ah bah oui, là, elles ont fait leur beurre. Meilleur copain, l'appli. C'est clair. Le nombre d'utilisateurs a été décuplé, explosé. Et finalement, quand les choses sont revenues à la normale, des gens se sont désinscrits, de la lassitude s'est exprimée. Et en fait, on est dans un moment de reflux qui, je pense, est assez logique du point de vue naturel, on va dire. Il y a Volca qui dit dans le chat, salut Volca, qui dit avec les histoires comme le violeur de Tinder, ça doit pas attirer masse de femmes. Bon, ça existe, les très mauvaises rencontres, mais elles font pas légion. Et je sais. Alors oui et non. Charlotte très raconte sincèrement, effectivement, l'histoire du violeur de Tinder, il y a eu l'arnaqueur de Tinder aussi. Donc il est jugé en ce moment, hein, le violeur de Tinder, qui a été peut-être même jugé aujourd'hui. Enfin, oui, enfin. Je crois, hein. Mais qui était sur Tinder il y a encore pas longtemps, parce que Tinder ne considère pas que c'est problématique. Et moi, j'ai énormément de questions de mes abonnés et de mon entourage femmes. Quelles sont les applis safe ? Comment être safe quand on fait un rendez-vous ? Donc ces questions-là sont... les questions de sécurité globalement quand on est une femme, quand on fait des rencontres, reviennent, mais particulièrement sur les applis. Il y a eu énormément d'histoires de viol, d'hommes qui demandaient aux femmes de venir dans le noir, qui n'étaient pas les personnes qui elles pensaient avoir parlé. Il y a eu énormément d'histoires comme ça circule énormément. Et moi, j'ai beaucoup de questions sur quelles sont les applis safe, qu'est-ce que toi tu recommandes comme appli, qu'est-ce que tu recommandes pour un premier date. Donc ça revient vraiment souvent. Donc en vrai, vraiment, ça change et ça biaise énormément le rapport, parce que c'est une vraie crainte des femmes aussi, ces applications-là, de comment on sait si c'est une personne bien, enfin quels sont les fameux red flags à voir, mais plus dans un souci de sécurité en premier, plutôt que est-ce que c'est un mec bien, dans le sens est-ce qu'il va me rendre heureuse. La première question, c'est est-ce qu'il va pas m'agresser quand je vais le rencontrer, quoi. On va peut-être après voir le mode d'emploi de comment faire des rencontres safe, Florian. Pour faire un complément, la question elle se pose aussi sur des applis de rencontres gays, par exemple, où ces dernières années on a eu, et ça a été attesté par un documentaire de Mediapart, un certain nombre de ce qu'on appelle guet-apens homophobes, c'est-à-dire de mecs, surtout dans des contextes où l'homosexualité est peut-être moins facile à vivre, où les gens se cachent derrière un profil anonyme, etc., qui se faisaient piéger et agresser par la suite. Et je crois qu'on en est à des dizaines ou des centaines de cas en quelques années. C'est quelque chose d'assez énorme. Donc en fait, il y a vraiment un enjeu aussi. Et ça peut aussi créer pour les utilisateurs, même à Paris, une certaine appréhension. Moi, en tant qu'utilisateur, le nombre de fois je me suis demandé, je vais chez qui je vais, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est raisonnable, est-ce qu'il peut m'arriver quelque chose. J'ai toujours cette pensée en tête, parce que le risque, il existe, on ne sait pas à qui on a parlé, tant qu'on a... Il y a certaines personnes qu'on reconnaît et qu'on connaît, donc oui, on sait chez qui on va, mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas, et il y a ce risque seulement aussi de déception. Enfin, la photo ne colle pas avec... Bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie. Il y a Chashkaché qui dit quels sont les types d'applis où il y a le plus de rencontres sexuelles. Bon, écoute, tu iras tester, Chashkaché. Hein. Est-ce que ce sont les applis les plus connues ou plutôt les applis moins connues? On ne sait pas trop. Si, Charlotte, tu sais. Moi, je peux citer vas-y, réponds à Chashkaché. Il y a plusieurs applications aujourd'hui qui sont spécialisées dans les rencontres ouvertement sexuelles. Il y a PureApp ou Wild, qui sont des rencontres qui sont estampillées sexuelles et qui, du coup, justement... sans tabou. Tinder a longtemps joué l'ambiguïté de la rencontre amoureuse et qui était vite devenu effectivement plutôt un lieu de rencontre sexuelle et qui jouait l'ambiguïté. Et donc il y a des gens sur Tinder qui sont autant dans la rencontre sérieuse, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets sur sérieux parce que ça veut tout dire et rien dire, mais que effectivement plutôt sexuel. Et donc il y a des applis qui sont vraiment spécialisées là-dedans et que, à titre personnel, je recommande. Oui, et typiquement, je me sens plus safe sur ce type d'application que sur les autres. Parce que c'est beaucoup plus transparent, c'est plus ouvert, et il n'y a pas ce côté jeu, parce qu'il y a beaucoup ce sujet-là de jeu sur des autres applis, de malentendus, de pas être clair sur
sur ses volontés, sur ses envies pour justement parvenir à ses fins versus ces applis qui sont spécialisées là-dedans. Et puis il y a finalement autant d'applis que d'envie. Ouais, exactement, aujourd'hui. À l'époque, il y a 10 ans, on parlait beaucoup de ce fameux site qui est devenu une application Sigliden pour l'adultère, pour se trouver une maîtresse ou voilà, ou, entre guillemets, faire de l'infidélité. Mais par exemple, une application comme Field joue beaucoup sur ce truc de vous êtes un couple, hétéro, homo ou pas, vous pouvez trouver un troisième, un quatrième, voire vers des pratiques kinky, BDSM. Donc en fait, il y a vraiment, il en existe pour. Ouais, il y a des applications pour véganes, des personnes qui veulent se rencontrer entre véganes, entre sportifs, entre communautés religieuses. Enfin, aujourd'hui, effectivement, il y a l'embarras du choix sur les applis. Ouais. Et Corpi qui demande est-ce qu'il n'y a pas un effet générationnel sur l'utilisation de ces applis? Est-ce qu'on sait comment se positionnent les moins de 25 ans? Il est vrai que je n'ai pas 25 ans. Vous n'avez pas 25 ans non plus. Vous m'avez menti. On peut pas répondre. Non, en vrai, c'est vrai que. Il y a aussi des études qui ont été faites, je vais pas dire de chiffres que je ne maîtrise pas, mais qui est effectivement un désintérêt. Je pense qu'effectivement, nous, on est la génération, je pense qu'on est la même qui avons découvert, qui étaient là aux prémices de ces applis. Donc forcément, au début, c'était un monde waouh. Tout le monde l'a découvert un peu comme ça. Et après, effectivement, tu l'as raconté, l'historique de. Il y a eu commencé à avoir un désintérêt. Il y a eu le Covid où là, par la force des choses, beaucoup de gens s'y sont mis. Et après, il y a eu le redésintérêt. Mais c'est vrai que la nouvelle génération a tendance à effectivement chercher d'autres outils. Et justement, sur des sociologues que j'ai interrogés, c'est un bouquin qui est sorti récemment, vraiment un bouquin de sciences de gestion, mais qui était spécifiquement sur le modèle économique des applis, disait que justement, l'enjeu de toutes ces entreprises, c'était plutôt d'attirer des jeunes parce qu'il y en a des moins de 25 ans, parce qu'il y en avait peu. Et après, je pense que ça dépend effectivement aussi de l'orientation sexuelle. Je pense que c'est moins vrai, par exemple, chez les gays que chez les hétéros. Et par ailleurs, il y a tout un marché très différent du site de rencontre, je pense, plutôt pour les plus de 50 ans. Mythique reste quand même le leader européen de la rencontre aujourd'hui. Site et a développé une application, par ailleurs. Mythique qui appartient au groupe Match. Mais aussi par la force des choses, c'est vrai que en théorie, alors on le sait maintenant, les jeunes sortent moins, mais il y a aussi quand on a une vie de. Est-ce que les jeunes sortent moins? Ils sortent vraiment moins? Ouais, il y avait une étude qui était sortie il y a pas longtemps. Une fameuse étude américaine qui nous dit ça. Alors je ne sais pas de quelle nationalité cette étude, mais qui disait que les jeunes avaient tendance à moins aller en boîte, il y avait moins de sorties, mais globalement quand même si c'est la période où on est en général étudiant, on n'a pas de contraintes familiales, etc. Donc on sort plus. Donc par la force des choses, on a tendance à faire plus de rencontres à l'école, nos premiers stages, dans notre entourage, on a souvent un cercle d'amis assez fort. Et c'est vrai que plus en général on avance dans l'âge, et plus les cercles se restreignent. Et c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, les applis de rencontres sont souvent une alternative aux rencontres. Dans la vraie vie, les gens vont sur les applis de rencontres parce qu'ils ne font plus de rencontres forcément dans la vraie vie. Et donc plus on avance dans l'âge, et plus effectivement, c'est un marché qui attire, quoi. Ou alors elles peuvent être aussi, je pense, une continuité. On continue de faire des rencontres dans la vraie vie, mais on en veut toujours plus quand on a ce problème. Je pense, moi, c'est parti un peu de ça, ma démarche personnelle, c'est de se dire, en fait, tu te focalises trop sur la rencontre. Donc déjà, focalise-toi sur ce qui t'arrive dans la vraie vie. Et ensuite, on verra. Il faut moins de 30 secondes pour analyser un profil et décider de matcher ou non pour un utilisateur sur 2. Ça force pas à l'humanité, 30 secondes. Ah non, et en fait, c'est vraiment le modèle qu'a créé Grindr, Tinder. C'est ce côté, en fait, le jugement est fait sur la photo uniquement, quasiment. Rares sont les personnes. D'ailleurs, c'est devenu un test pour existe, tu sais bien. De plein de femmes qui mettent un mot de passe en fin de leur description pour voir si les hommes ont lu. J'ai vu ce type il y a pas longtemps que je trouvais assez intéressant. C'est rigolo, attends, vas-y, explique. En fait, les personnes mettent dans leur description un code et en disant si tu viens m'aborder, donne-moi ce code pour vérifier que la personne en face a lu la description et qu'elle n'a pas jugé uniquement la personne sur son physique. Donc on le sait sur ces modèles d'appli, là on parle vraiment appli et moins site, il n'y a pas de détails, il y a peu de détails, les gens remplissent peu leur bio, etc. Donc c'est même moins de 30 secondes, moi j'aurais même dit moins de 10, parce que c'est beaucoup sur le match, il est fait au physique, quoi. Donc, alors justement, il y a puis l'effet gamification accentue la chose, c'est-à-dire ce truc du swipe à gauche, à droite, modèle que n'ont pas pris toutes les applications par ailleurs, mais fait qu'on tout de suite, il y a presque une réponse automatique du doigt vers d'un côté ou de l'autre en fonction de la photo.
en fait, il se passe des choses Dans ton dans la circuit neuronal, il y a Ouais. quelque chose qui La sérotonine crée un- est libérée quand il y a le fameux match. Du coup, on a toujours envie de plus de matchs et pas forcément de rencontres, quoi. Il y a Donc, le vilain- je confirme ce que tu disais, ça a tendance à déshumaniser le Il y a rapport. le vilain Coco, salut le vilain Coco, Charbon pseudo, qui nous dit bonsoir malheureusement, enfin qui propose, c'est sa théorie en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Bonsoir, malheureusement le pourcentage d'hommes inscrits versus le nombre de femmes inscrites sur les apps de rencontres principales semble catalyser le phénomène de catalogue. Et la loi de Pareto, notamment sur les critères physiques des recherches, avec in fine donc une discrimination en fonction de la beauté et de la couleur de peau. Oui. Il y a un peu de ça. Hein. C'est beaucoup ça même. Effectivement, je crois que le ratio c'est 4 hommes pour une femme sur les applis de rencontre. Donc effectivement, et donc il y a effectivement pour attirer des femmes les profils les plus qui ont la fameuse note, notamment sur Tinder, la note de désirabilité, donc les hommes les plus séduisants, mais qui du coup sont effectivement dans les critères standards de beauté, sont souvent poussés en premier pour le côté rester les femmes. Il y a plein d'hommes beaux entre guillemets sur les applis. Et je crois que c'est seulement 20% des hommes qui matchent avec 80% des femmes, parce qu'effectivement il y a ce. Et en fait, on le sait aussi que les applis poussent beaucoup. J'avais noté le chiffre. Ah. Le taux de match moyen de 2% C'est pour 2%, les hommes ouais, c'est contre même 50% pour les femmes. Ouais, le taux de match, ouais. Mais c'est un petit ratio d'hommes qui matchent avec la majorité des femmes. Et effectivement, plein de gens ne matchent pas du tout. Et effectivement, les biais souvent sont, que ce soit de racisme, de sexisme, sont répétés. C'est-à-dire qu'on sait effectivement que les hommes racisés matchent moins, que les femmes racisées aussi. Il y a plein de biais d'ailleurs racistes. Les femmes racisées sont souvent directement abordées de façon très lourde. Il y a aussi des biais d'âge. Les femmes, on sait que quand elles passent 35 ans, matchent beaucoup moins. Et l'algorithme les pousse moins. Donc je passe mes 36 ans dans 3 jours. Je suis ravie de basculer du côté obscur et de ne plus attirer l'algorithme. On sait aussi que Tinder, typiquement, poussait les femmes plus jeunes aux hommes plus âgés. Enfin, il y a tous ces biais-là. C'est aussi poussé par ces entreprises-là. On sent que je les aime pas, mais parce que aussi elles continuent à perdurer. Et en fait, après, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire on sait aussi que la demande va dans ce sens-là, et donc l'algorithme répond à la demande, et en fait, c'est un cercle vicieux qui répète en fait des biais. Exactement, c'est exactement ça. Mais même sur des applis dont le modèle repose sur la géolocalisation. Bon, je reviens à Grindr, mais parce que c'est un autre type de modèle. Expliquez ce que c'est Grindr. Grindr, ça te connecte aux rencontres gays et bi. C'est des mecs qui cherchent des mecs et ils t'affichent en premier les mecs qui sont les plus proches de toi. Dans un rayon donc 10 mètres, 2 mètres, 50 mètres, 2 kilomètres, 50 km, mais ce sont les plus proches. Et c'est un sujet même de discussion, on va dire, communautaire, cette question des biais racistes, agistes, tout ce qu'on veut. Beaucoup de profils, un certain nombre, affichant le fait qu'ils ne veulent pas coucher avec des hommes noirs, qu'ils ne veulent pas coucher avec des hommes asiatiques, perpétuant en fait un certain nombre de clichés, de préjugés. Et en fait, là encore, ça a pignon sur eux, et même sur un modèle qui se voudrait plus, entre guillemets, démocratique, dans le sens où on voit en fonction de ce qui est proche autour de soi. Ensuite viennent des filtres, âge, ce qu'on recherche, etc. Mais en tout cas, il y a la reproduction. Et je crois qu'il y a aussi l'algorithme même pousse au profil, parce que comme toutes les datas sont connectées, les profils Facebook, en fait, en 2 secondes, ils ont compris notre profil. Ils poussent plutôt des gens qui ont fait le même niveau d'études, pareil, qui viennent des mêmes milieux sociaux. Et en fait, du coup, effectivement, en fait, on a l'impression qu'on va pouvoir matcher. Souvent, les gens pensent dire, en fait, je vais justement sortir de mon cercle, je vais pouvoir faire des rencontres nouvelles. Et en fait, ils rencontrent toujours les mêmes types de personnes parce que c'est ce que leur pousse, encore une fois, ces applis, quoi. Dans ton livre, Charlotte, tu écris j'ai longtemps, que ce soit sur les applis ou dans la vie, attendu non pas des rencontres, mais le partenaire idéal qui cocherait toutes les cases. Et notamment à cause des applis, pour les projets de vie que j'avais. À chaque échange avec une personne de sexe opposé, donc ce qui est ton orientation sexuelle, tu es vraisemblablement hétérosexuel, au moins au moment où tu écris ton livre. J'avais une espèce de checklist dans ma tête, et j'étais non pas intéressé par la personne, mais parce que je projetais d'elle. Je projetais une relation idéalisée, autant dire que c'était une cata. Ouais, c'est le cas de beaucoup de personnes, et moi la première. Et les applis en fait ont aussi, elles n'ont pas aidé dans le sens où on se dit effectivement, moi j'ai ma checklist, il faut qu'il soit grand, brun, gentil, sans enfant, qu'il ait effectivement entre telle et telle tranche d'âge, parce qu'en fait c'est ce qu'on peut sélectionner sur l'appli. En fait, il y a vraiment ce côté catalogue, et c'est vrai que beaucoup de personnes, hommes comme femmes, ont ces espèces de partenaires idéaux dans la tête, et effectivement, donc sont pas ouverts vraiment à une rencontre, mais sont à la recherche de cette espèce de partenaire idéal. Et en fait, on a l'impression qu'avec ces applications-là,
applis et sites, on va pouvoir trouver ça. Et en fait, c'est là où forcément, le partenaire idéal n'existe pas, le ou la partenaire. Et donc, il y a ce phénomène de déception, il y a ce phénomène de remise en question. Et donc, moi, j'encourage déjà à travailler sur soi quand on a cette checklist, parce que ça biaise totalement nos relations dans la vie de manière générale. Et en fait, c'est pas ça, c'est pas effectivement un marché. Et vraiment, ça entraîne en tout cas une mauvaise utilisation des applis, parce qu'on cherche à tout prix cette personne qui va cocher plein de cases physiques, intellectuelles, de situations, et qui n'existe pas, vraiment qui n'existe pas. Je te passe la parole immédiatement, Flo. Je pose le chat. Il y a Cotis qui nous dit après 30 ans, une femme ou un homme sans enfant, c'est complexe. Volca qui nous dit remplir la fiche de renseignement, ça me casse déjà la tête. Ouais. Kiotis qui dit les femmes sont sursollicitées, les hommes ne matchent pas, ça tape l'ego et ça conduit à des dépressions dans certains cas. Anonis qui dit lui, c'est typiquement le type de raison qui fait que je ne vais pas sur ces applis. Ça donne une vision de la rencontre assez particulière. Florian Bardot. En fait, je pense que derrière ce grand sujet de notre rapport en fait aux applications de rencontres, il y a toutes les injonctions sociétales autour de ce qu'est l'amour, ce que doit être le fait d'être en couple ou pas, les injonctions à ne pas être célibataire. Par rapport à ce que tu écris toi, le fait de... Et finalement, les grands mythes encore aujourd'hui qui nous habitent sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que ça se commande? Est-ce que c'est remplir un certain nombre, c'est quelque chose de rationnel, c'est remplir un certain nombre de critères, et finalement, aujourd'hui, depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, tous les grands modèles ont été un peu balayés depuis la révolution sexuelle aussi, et notamment cette grande question du mariage. Et en fait, je pense que ça traduit aussi un peu ce moment où les gens sont un peu perdus par rapport à qu'est-ce que je crois penser de l'amour, qu'est-ce que je crois faire pour y coller, qu'est-ce que... Oui, il y a plusieurs étapes. Tu as le code civil qui te propose déjà, qui est un peu une injonction quand même à faire une famille et à faire un tribut pour que la société devienne une matrice. Il y a une grande révolution romantique après qui arrive. Ouais. Ensuite, il y a la révolution sexuelle. Mais la révolution sexuelle, c'est quoi? C'est aussi une injonction à l'hyperjouissance aussi, qui peut être une injonction qui peut être terriblement mal vécue par plein de gens. Et tout le monde est pris dans ces contradictions en fait entre mes attentes, ce que je crois être mes attentes et ce que je crois être mes attentes. Ce que me dit de faire la société, ma famille en fait, de manière générale, ou mon entourage proche. Ou les médias, il y a aussi et ces salopards de médias, effectivement, sauf le service public et sauf France Info. Mais je te rejoins totalement, en fait, pour moi le sujet de fond, c'est vrai que là on a dépeint un truc horrible des applis, mais qui rejoint plutôt un sujet de fond sur est-ce qu'on veut vraiment faire des rencontres, est-ce qu'on veut pas juste cocher la case du fameux couple, parce que c'est encore le modèle qui est érigé au rang ultime dans la société de réussite dans la vie, d'être en couple et de cocher un peu toutes ces cases pour encore beaucoup de personnes. Et effectivement, pour moi, vraiment le sujet de fond, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une vraie rencontre, et est-ce qu'on est vraiment dans cette démarche de vraie rencontre, ou c'est ça, soit d'être en couple et en fait c'est avec un ou avec un autre, ou est-ce qu'on est dans ce truc de idéalisation, quel est notre rapport effectivement à l'amour, est-ce que c'est au type de relation aussi. C'est vrai que moi, à titre personnel, Bon, toi, ta bannière, c'est le célibat. Moi, c'est ça. En fait, moi, il y avait le constat, en fait... J'avais déjà commencé, notamment quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, à l'histoire des relations amoureuses, etc. Il y a déjà des choses qui se décantaient. Et moi, j'ai vécu une séparation, pareil, il y a 3 ans, de l'homme avec qui je pensais être mon âme sœur, le père de mes enfants, etc. Et là, en fait, j'ai lu énormément de choses sur le sujet, et je me suis rendu compte, effectivement, que mes attentes n'étaient pas mes attentes profonde, mais était ce qu'on attendait de moi en tant que femme trentenaire dans la société occidentale, c'est-à-dire trouver un mari, faire des enfants, me marier, et que c'était l'image que j'avais de réussite, parce que tous les séries que je regardais, les films que j'avais lus, ma famille, il y avait ce modèle ultime, toutes les réflexions que j'avais. Ce sont des histoires de couple. Quand j'ai annoncé ma rupture, j'ai l'impression que j'avais annoncé que j'avais une maladie incurable, c'est-à-dire que comment tu vas faire, comment tu vas gérer, mais c'est horrible à ton âge, mais tu vas plus jamais rencontrer quelqu'un. Et en fait, je me suis vraiment dit, mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave d'être célibataire. Alors, on peut mal le vivre pour plein de raisons, et justement, souvent, c'est l'injonction sociale. Il y a plein de gens qui vivent très mal leur célibat parce qu'on leur
toute la journée, on leur rabâche nanana, il faut que tu rencontres quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un, mais voilà, perds pas de temps, etc. Et donc moi, tout ce travail-là, effectivement, j'en parle dans mon livre et j'en ai fait un compte Instagram pour dire en fait, il n'y a rien de grave, au contraire, il peut y avoir plein d'autres choses. Pourquoi c'est cool d'être célibataire? Mais il y a plein de trucs trop cool. Faut rassurer un peu les gens. Il y a la liberté, mais justement, en fait, le sujet de fond des applis, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller sur les applis, même si on a envie de faire des rencontres, on n'est pas obligé d'aller sur les applis, et si on a envie de faire des rencontres, on peut utiliser les applis, mais on peut aussi profiter effectivement de plein de cette liberté, de se retrouver, de faire des voyages solo, de rencontrer d'autres partenaires, de tester d'autres modèles de relations, de voir ses potes, sa famille, d'avoir des projets pro, perso, d'avoir du temps, voilà, il y a pas cette, on a du temps, on a cette liberté, et il n'y a pas forcément. Moi aussi, il y avait ce truc de tous les célibataires cherchent à tout prix faire des rencontres. Moi, j'avais fait un sondage sur mes abonnés, et il y en a plein qui disent ne pas chercher un partenaire, mais être ouvert à la rencontre, des fois être un peu sur les applis parce que des fois on a envie justement de rencontrer quelqu'un. Et je trouve que là, c'est la bonne démarche. C'est quand on n'est pas dans un besoin d'être avec quelqu'un que justement on fait des belles rencontres. Et moi, depuis que je suis dans cet état d'esprit-là, j'ai jamais fait dans cette posture de je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un. Je vis très bien, moi je suis très heureuse aujourd'hui ce qui n'était vraiment pas le cas avant, j'insiste là-dessus. Et je suis très bien dans ma vie. Je rencontre des hommes, j'ai des histoires effectivement des fois éphémères, parfois longues, des histoires de modèles différents. Je suis très épanouie, j'ai vraiment rééquilibré ma vie, elle ne tourne plus autour de ces fameuses rencontres. Et du coup, j'en fais de manière très ironique beaucoup plus. Parce que j'ai plus cette checklist, j'ai plus ce truc de partenaire à tout prix, j'ai plus ce modèle idéal de couple. Et du coup, mes rencontres, c'est des vraies rencontres aujourd'hui. Je suis beaucoup plus ouverte à d'autres... parce que justement, je mets pas tellement d'enjeux dans ces relations. Et en fait, ça change vraiment tout. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça change tout. Elles sont plus légères et t'es plus confiante. Ouais, voilà, il y a plus cette pression. Et être avec quelqu'un par besoin, c'est ce qui souvent donne des relations assez malsaines. Hein. Donc, Tu souscris, Florian? Je souscris, mais je pense que c'est un chemin long et difficile. Bien sûr, et moi je suis encore en train de le faire. Moi je pense que, et je l'admets volontiers, que je peux être travaillé par des attentes, mais je ne sais pas si ce sont des attentes. Enfin, moi je pense que je me sens bien quand je suis avec quelqu'un, quand je suis amoureux, mais je m'en rends compte là en ce moment, où je m'en suis rendu compte ces derniers mois, parce que je suis passé par une phase où je me suis déjà de mieux en mieux seul. Et à partir du moment où on se sent déjà de mieux en mieux seul, on accueille plus facilement, je pense, le fait que quelqu'un rentre dans notre vie. Ouais. Et là, je perçois déjà ce changement-là. Parce que de toute façon, quand je suis seul, je suis plutôt bien. Moi, je l'ai dit souvent, et je l'ai dit c'est la conclusion de mon livre que je spoil. C'est qu'en fait, une personne, pour moi, la vision que j'ai des relations amoureuses, c'est que ça doit être une cerise sur le gâteau et pas l'ingrédient principal de son gâteau. Ça doit être vraiment un plus, c'est quelqu'un qui doit nous apporter nous apporter, pas du tout, on n'est pas avec une personne parce qu'elle doit nous apporter des choses, mais dans le sens, ça doit être un plus, et on doit pas mettre tout son fameux, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mettre tout son bonheur, ses espérances, ses projets de vie, mettre la pression sur quelqu'un. En plus, c'est horrible pour l'autre personne, en fait, c'est impossible. Et pour moi, les relations les plus saines que je vois dans mon entourage et que j'ai pu voir de manière générale sont celles qui sont dans cet équilibre. J'ai ma vie, j'ai mes projets, etc. Et la personne, effectivement, être amoureux, c'est génial en vrai. Hein. J'adore être célibataire, mais être amoureux, avoir des relations, c'est incroyable. Mais en fait, quand on est obsédé par cette recherche-là, pour moi, je sais pas si on est vraiment dans cette recherche, effectivement, de... Enfin voilà, il y a ce biais, en fait, qui fait qu'on devient un peu... et en fait, on met tellement de pression sur l'autre. C'est souvent en plus qui. Et disons que là, les applications viennent accentuer un peu ce truc-là. Oui. Complètement. Et je pense qu'en fait, ce mouvement pas de désaffection, mais de retrait, en tout cas, ou de détox, de désintérêt relatif, ou de petite cure de désintoxication, on va dire, peut faire du bien pour les personnes qui sont justement dans là, on pourrait parler éventuellement de solutions, de pistes. C'est si vous vous sentez obnubilé par ces trucs de la rencontre, etc., peut-être faites cette pause, qu'elle soit temporaire, mais peut-être définitive. Carrément, je le dis tout le temps. Prenez votre temps pour vous, en fait, et de toute façon, c'est pas parce que vous couchez pas pendant un certain nombre de temps que le monde va s'écrouler. Ça arrive et c'est pas grave. Hein. Clairement, ça arrive à beaucoup de gens, et il y a des personnes à qui ça fait beaucoup de bien. Moi, je recommande souvent, quand on rentre dans ces phases, en plus après négatives, de remise en question, de faire ces fameuses pauses qui peuvent durer une semaine, un mois, un an, plusieurs années. Moi, j'ai des personnes qui me disent, moi, j'ai pas eu d'histoire depuis 10 ans, c'est grave. Pas du tout, en fait. Comme plein de choses dans la vie, c'est pareil. Hein, on a des périodes de chômage, on a des périodes et c'est important aussi de prendre du recul aussi sur ces histoires et de mieux redémarrer si derrière on revient dans une démarche. Puis être célibataire même à vie, c'est pas grave du tout. Enfin, d'avoir des longues périodes, c'est pas grave effectivement. Mais il y a aussi, je vous rejoins tous les deux sur cette injonction parfois à avoir une vie hyper riche aussi de
de rencontres soit amoureuses, soit sexuelles, et il y a des gens que ça intéresse tout simplement pas. Hein. Et Cutis qui dit je suis assez d'accord, si on se sent pas si on se... c'est l'heure qui tourne. Si on ne se sent pas bien soi-même, pardon, le couple, ça peut être une fuite en avant. Adonis qui dit c'est très égocentrique comme démarche, alors que la rencontre et le couple c'est plutôt d'être tourné vers l'autre. Et puis dans Faire d'une pause, vous avez provoqué des sueurs froides à Orimachi qui dit c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Non, c'est vrai. On est tous d'accord. On est tous très très d'accord. Et les applis ça nous rend pas très patients. Il y a une de tes abonnées, Charlotte, qui écrit c'est comme une série, il faut mater 3 ou 4 épisodes avant de savoir si elle nous plaît, c'est un peu ça. Ouais, parce que moi c'était plus justement en fait sur les applis il y a un peu ce côté. Alors, je sais pas si c'est patient ou c'est le rend plus exigeant, je sais pas. Non, justement, en fait c'était le point de dire les gens sur les applis sont justement pas patients. En général on se dit il y a des gens qui jugent vraiment sur, moi j'ai déjà eu le cas, il a fait une faute d'orthographe au premier message, j'enlève. Il m'a pas répondu ça, il a pas compris mon trait d'humour, j'enlève. Dans son profil j'ai vu qu'il avait mis qu'il écoutait du rap, moi j'écoute du rock, j'enlève. Et en fait il y a ce côté où justement première conversation ça a pas marché, et même premier date c'était un peu moyen. Donc du coup forcément j'avais pas les papillons dans le ventre, j'enlève. Et en fait il y a ce côté, encore une fois, comme il y a un peu la quantité, on se dit il faut que ça soit parfait tout de suite. Et le point de cet abonné que j'avais adoré, c'est comme une série, parfois le pilote pas ouf, par contre on regarde 2-3 épisodes et en fait on s'y prend et en fait on découvre quelque chose. Et moi je conseille souvent aux personnes qui font des rencontres, que ce soit sur appli ou dans la vraie vie, parfois franchement la première échange, en plus en ligne, les gens sont pas pareils en plus en ligne qu'en vrai. Donc si c'est pas une personne, si on n'a pas passé un mauvais moment, bah en fait ça coûte rien, si on a envie, hein, bien sûr, faut pas se forcer, mais si on n'a pas passé un mauvais moment, ça coûte rien aussi d'aller un peu plus loin, parce que peut-être la personne ce jour-là était mal lunée, ou elle a fait une coquille, ou j'en sais rien, cette photo-là la mettait pas en avant, et pendant le date, je sais pas, il y a eu un petit truc, mais parce qu'elle était fatiguée, bah en fait peut-être que le deuxième ou le troisième, comme encore une fois une série, parfois le pilote nous a pas hyper convaincus, mais le deuxième et troisième épisode sont ouf, et en fait la série est géniale. Et donc c'est plus pas avoir ce côté quantité, ce sera pas lui, je vais rematcher ce soir et j'aurai quelqu'un d'autre. Pour moi c'est plus ça le point. Mais là où le dating est pernicieux, c'est qu'en fait, le fait d'avoir un peu ce vivier à disposition tout le temps, c'est qu'en fait, effectivement, on va se dire « Ah, je suis pas satisfait de ça, donc je passe au suivant », sans en fait se donner le temps de se dire « Ah oui, en fait, bon, c'était pas ce que j'attendais, mais je me donne une nouvelle opportunité. » Parce qu'en fait, si effectivement on est dans cette recherche effrénée, on va se dire « Ah bah l'autre sera mieux ». Effectivement, l'autre peut être, le suivant peut être mieux, mais en fait on passe peut-être à côté de quelque chose, et finalement c'est le temps qui dicte tout à fait. que ça se fera ou ça ne se fera pas. Et Caradoc qui nous dit parlons des sujets qui fâchent. Bon, il fâche pas trop ton sujet, Caradoc. Qu'est-ce qui reste inscrit sur une appli une fois en couple? Pour moi, une relation, elle devient vraiment sérieuse quand on se désinscrit. Ah, alors là, il y a plein de la question est très vaste et je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une réponse. Elle est très intime et ça dépend de ce c'est très vaste, parce qu'il y a des gens effectivement qui considèrent qu'être sur les applis, par exemple, c'est un signe de tromperie. Alors qu'effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple, qui sont sur les applis et qui utilisent plutôt pour se rassurer l'ego, pour se dire en fait si j'avais été célibataire, ou voilà, en fait c'est plus un truc d'ego, donc après effectivement c'est plus une perception très personnelle de se dire est-ce que la personne avec qui je suis est dans une démarche de vraiment faire des rencontres, et en gros et là c'est pareil, est-ce que moi ça me va ou pas. Et après il y a beaucoup de gens qui sont sur les applis, qui sont en couple, mais plutôt pour une question d'ego, ou parce qu'elles ont été longtemps en couple, elles veulent voir à quoi ça ressemble. Et qui dit c'est comme regarder le marché du travail quand on est en poste. Ouais, c'est un peu ça, mais après faut savoir parce que aussi beaucoup de couples libres, ouverts, exactement, on vit parfois sont dans une démarche d'un couple de rencontre, enfin de le faire à deux en fait, pour d'ailleurs du sexe principalement, ou peut-être plus. Des trouples se forment comme ça. Hein. Et c'est très bien. Après, c'est plus que moi, je prône toujours de le dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face, on a tendance à l'oublier, c'est d'autres humains qui ne sont pas forcément dans la même démarche. Donc qu'on y soit effectivement pour pas faire de rencontres dans la vraie vie, ou pour juste s'amuser, ou etc. C'est toujours... Vraiment, je encourage tout le monde à le faire, d'être plutôt honnête, parce qu'en face, il ne faut pas oublier qu'on a tendance vraiment à l'oublier, c'est pas des robots, des fois c'est des robots, mais généralement c'est d'autres humains qui ont d'autres attentes, et c'est pas cool de pas être clair là-dessus, quoi. Dans le côté, pour revenir au côté très noir des applis, il y a aussi tout le temps qu'on y passe, des soirées, des nuits, sans qu'il se passe grand-chose, qu'on se prenne, des moments où on se prend des niettes, qui font pas toujours du bien à l'ego, ça abîme à la longue, non ?
Ouais, ça abîme beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. À quel moment qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? À quel moment on repère que c'est problématique? Je pense quand on devient accro, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont accros aux applis, donc encore une fois, on encourage à la pause. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut pas hésiter à se faire accompagner. Donc quand ça devient addict, qu'on a le réflexe d'aller, effectivement, dès qu'on a une pause, aller voir ses messages, aller matcher, c'est un premier signe, hein, quand on voit qu'on y passe du temps, même si de base c'est chronophage, parce que faire des rencontres ça prend du temps. Mais quand on y passe plutôt, quand on est vraiment dans le côté matching à tout prix, il y a aussi ne pas se remettre en question. Moi j'ai énormément ça de la part de mes abonnés. Je me suis fait ghoster pour la 3e fois sur les applis. Après, je me suis fait poser des lapins. J'ai fait des mauvaises rencontres. Du coup, se remettre en question, non, faut pas. Le ghosting, malheureusement, c'est devenu un fléau sur les applis, qui est devenu un fléau dans la vraie vie d'ailleurs, à cause des applis. Et donc, les gens les gens qui se donnent le droit de disparaître d'un coup. De disparaître, voilà, de soit plus répondre, parfois même quand il y a des rencontres physiques, ça arrive très souvent. Donc, les personnes le vivent hyper mal. Et donc, sans le sentiment parfois de faire souffrir d'ailleurs. Ce qui est le plus problématique peut-être. Ouais, qui est une grosse problématique. Ils se disent, c'est souvent par lâcheté quand même, de flemme de devoir me justifier. Et c'est facile sur les applis, maintenant, de bloquer les personnes sur Insta, WhatsApp, l'appli, on enlève le match, etc. Donc c'est pas se remettre en question. Et sur le côté match, moi aussi j'ai plein d'hommes comme femmes, alors beaucoup d'hommes et aussi des femmes qui me disent j'ai pas de match parce qu'effectivement elles rentrent pas dans ces fameuses normes. Et c'est pareil, il faut se dire que c'est l'algorithme qui fait ça et c'est pas forcément votre personne. Juste l'algorithme a aucun intérêt, encore une fois, à vous faire retrouver l'amour, hein. Donc on peut pas se remettre en question. Mais je sais, pareil, c'est facile à dire, mais Et peut-être qu'il y a des petites choses à faire si on a ce sentiment un peu de sombrer, etc. Enfin, déjà, c'est d'essayer de... Mais c'est valable aussi, d'ailleurs, pour d'autres types d'applications, comme d'autres types de réseaux sociaux, comme Instagram, par exemple. Puisque le modèle économique de ces outils-là, c'est qu'on y passe beaucoup de temps. Donc, c'est peut-être, par exemple, de supprimer les notifications, faire en sorte de mettre un régulateur de temps, enfin, trouver des petites choses comme ça, de se fixer des petites règles. Je n'y touche pas pendant que je suis au travail, je n'y touche pas le matin, le soir, j'en fais cet usage-là. Et peut-être, en fait, finalement, se réguler un peu de cette phase. C'est qui est déjà un premier pas, je trouve, pour essayer de sortir d'un truc où on y passerait trop de temps, sachant qu'effectivement, mais ça, on le sait de l'usage des écrans, enfin du problème que posent les écrans et le smartphone de manière générale, c'est que par exemple, un usage trop immodéré le soir a des conséquences sur le sommeil. T'es exposé à la lumière de l'écran, et donc en fait ça sollicite ton activité cérébrale. Plus large, je trouve, que le seul caractère chronophage en fait. Il y a Corpi qui dit: quand je vous écoute, j'ai l'impression que les gens cherchent leur clone. Mais l'amour, c'est quelque chose de très irrationnel. Donc chercher à partir de critères, surtout s'ils sont superficiels, c'est voué à l'échec. C'est peut-être aussi ça le problème de ces applications. C'est clairement ça. On y revenait, que les algorithmes poussent effectivement, et l'humain a plutôt, encore une fois, pour moi, c'est beaucoup ne sont pas dans une démarche de vraie rencontre. Il y a Charles Pépin qui a fait un ouvrage justement sur la rencontre et la définition de la rencontre. Et c'est justement ça, la beauté des rencontres. C'est être ouvert à une nouvelle personne qui va effectivement pas matcher notre projection d'un autre humain parfait ou de nous-mêmes, mais c'est plutôt quelqu'un qui va nous faire découvrir une autre facette de personnalité, d'un autre univers. Et c'est ça la vraie, pour moi, définition de la rencontre. Et les gens effectivement qui font des belles rencontres sont souvent plutôt dans une démarche d'ouverture, de se dire de pas avoir tous ces critères. Alors bien sûr que c'est important, c'est normal aussi d'en avoir, mais les applis, en fait, il y a vraiment ce côté catalogue et on se dit qu'on trouvera ce truc parfait, et c'est ce qui, pour moi, c'est le truc qui biaise en vrai vraiment tout, quoi. Après, malheureusement, la rencontre de manière générale, se fait quand même majoritairement dans un contexte d'endogamie sociale très fort. Les mêmes gens qui rencontrent les mêmes gens, puisque c'est des mêmes milieux social, professionnels, et même dans la fréquentation de certains lieux de bars. Enfin, je veux dire, les gens qui fréquentent un type de bar particulier. Est-ce que c'est un tort? Non. On peut poser la question. Je n'ai pas de réponse à ça, mais en tout cas, sociologiquement, encore aujourd'hui, la plupart des couples appartiennent au même milieu social. Même bord politique. Donc finalement, sur les applications, on a la reproduction numérique de ce qui était déjà préexistant, en fait. Exactement. Il y a Chèche Cachier qui posait une question tout à l'heure et qui la repose, on va la poser. Je me suis peut-être mal exprimé, mais en fait, est-ce que c'est déjà arrivé de rencontrer un nouveau collègue de travail, mais qu'on avait vu auparavant sur une appli de rencontre?
Bon, c'est le problème de la rencontre inopportune de la vie réelle de quelqu'un qu'on a vu sur une appli. Oui, ça arrive. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire moi j'ai déjà croisé mes collègues, voilà, j'ai croisé mon frère une fois sur l'appli. Match. Voilà, non, pas match. Son ex, enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai une abonnée qui m'a dit j'ai croisé mon père sur une appli. Gênance. Donc gênance ultime. Donc oui, c'est des choses qui arrivent parce qu'encore une fois, comme il y a les applis poussent au même cercle, bah forcément il y a aussi ça qui revient, donc ça arrive et ça arrive aussi on prend un nouveau job et de rencontrer, mais comme on pourrait tomber sur son ex ou quelqu'un avec qui on a matché, ça arrive très souvent. Hein. Et je sais pas si, dans le sens dans lequel il faut le prendre, mais aujourd'hui j'ai l'impression que l'application permet, par exemple, on va sentir dans un contexte réel, dans un bar, à la salle de sport, qu'il y a un contact avec quelqu'un, mais on n'a pas osé aller rencontrer. C'est vrai. Et de plus en plus, la rencontre se fait en fait finalement l'abord se fait numériquement sur une application de rencontre. Est-ce qu'auparavant la personne aurait abordé? Je ne sais pas. Ça je dilue suis pas le risque. sûr. Mais c'est la promesse de certaines applis qui disent vous n'avez pas osé le faire dans la vraie vie. Appen, typiquement, effectivement, la promesse c'était à de base. En fait, vous l'avez croisé, vous n'avez pas osé. Ben en fait, l'appli va vous allez avoir le cas à ce moment-là, mais dans la. Donc peut-être se dire. Osons, mais effectivement des personnes sont très timides et peuvent se dire moi j'ose pas, donc finalement l'outil leur est très utile parce qu'elle leur permet de finalement faire la rencontre qu'elles n'auraient pas faite en réel, quoi. Mais c'est vrai que là pendant 50 minutes on a parlé que des trucs horribles sur les applis, et en vrai il y a aussi effectivement ça peut être un outil. Ça a permis à plein de gens de se rencontrer, de faire de belles histoires, qu'elles soient encore une fois éphémères ou à long terme. Moi, j'ai fait personnellement des très belles rencontres sur les applis. C'est juste que, donc vraiment, c'est pas non plus le truc horrible qu'on a dépeint. Enfin, il y a plein de choses horribles qu'on a dépeint qui sont très négatives, mais quand on sait effectivement bien l'utiliser, quand on est dans un état d'esprit de tout ce qu'on s'est dit là, ça peut être un bel outil. Effectivement, il y a certains endroits où effectivement on fait moins de rencontres, c'est plus petites villes, ou c'est même pas des villes du tout. C'est aussi plus compliqué de faire des rencontres. Et puis avec des gens qui peut-être ne nous intéressent pas. Exactement, donc c'est un bel outil. C'est un outil de rencontre aussi. Si on sait bien l'utiliser, effectivement, moi je recommande ce que tu disais avant, de ne pas avoir 50 000 applis, de ne pas y passer comme ça 5 minutes, parce que pour faire des rencontres, il faut quand même y passer du temps. Donc plutôt d'avoir des moments un peu qualitatifs où on va parler à quelques personnes, et en fait on est vraiment dans une démarche encore une fois, de rencontre et d'échange. Et on peut faire des super belles rencontres. Encore une fois, moi j'en ai dans mon entourage, j'ai assisté à un mariage aussi, ils se sont rencontrés sur Tinder. Moi j'ai rencontré des personnes trop cool avec, encore une fois, où j'ai des histoires courtes ou longues avec ces personnes-là. Et donc c'est aussi un bel outil qui permet effectivement de faire des rencontres qu'on n'aurait pas fait dans la vraie vie. Moi personnellement, pendant le confinement, même en ligne, j'ai passé... pendant le confinement, il y a plein de gens qui étaient très seuls. J'ai fait des rencontres qui sont après le Covid que j'ai vu dans la vraie vie, et c'était très cool, quoi. Donc ça peut être aussi un bel outil si, encore une fois, on l'utilise, je pense, correctement. Il y a plein de gens qui savent. Moi-même, quand j'ai débarqué sur les applis, je savais pas. C'est pour ça que dans mon livre, j'en ai fait tout un chapitre mode d'emploi des applis de rencontre, parce que j'aurais aimé qu'on me donne tous ces tips-là de comment les utiliser, comment pas le prendre pour soi. Qu'est-ce qu'il y a plein de codes, même de mots maintenant, qui reviennent, et c'est important. Enfin, c'est bien aussi de les avoir pour pas se sentir totalement largué quand on débarque, quoi. Disons que pour résumer, je pense comme toute chose, à la fois elles peuvent permettre de rompre une forme d'isolement. Je reviens à Grindr parce que c'est assez intéressant, et après moi c'est un projet, un axe de travail que j'ai, mais en fait a servi en France et ailleurs aussi à plein de mots, en fait, finalement de trouver une communauté en ligne, de qui sortir, n'était pas visible dans la rue, voilà, mais dans les ça bars, peut être aussi bien vrai en ville qu'à la campagne, dans des contextes homophobes, etc. Et en même temps, l'application dans certains contextes peut devenir très aliénante, et en fait on sait jamais l'un ou l'autre, en fait c'est toujours les deux, c'est-à-dire que finalement ça dépend vraiment de l'usage qu'on fait de l'outil, mais il a de toute façon des conséquences ensuite, mais ça dépend vraiment de l'usage, et c'est pas blanc ou tout noir, en fait, il y a vraiment, et je pense qu'en fait peut-être qu'on sous-estime quand même un peu les bouleversements quand même rapides qu'il y a eu, parce que je pense que ça accélère beaucoup de choses, et là on est dans ce moment on commence à se rendre compte un peu des effets aussi sur la conjugalité, sur la sexualité, sur les valeurs
enfin voilà, des représentations, etc. Et c'est un moment, je pense, un peu de... Je suis d'accord, un peu charnière. Un peu charnière. Effectivement, il y a beaucoup de personnes sont lassées des applis. Il y a maintenant beaucoup de nouveaux concepts qui remettent la rencontre physique au cœur du truc. Il y a aussi plein de remises, tu as raison, de remises en question du modèle. Et je trouve qu'on est dans cette période à la fois fascinante, mais où beaucoup de gens sont largués. Parce qu'il n'y a plus trop de codes, il y a beaucoup de remises en question, on n'a pas trouvé les nouveaux codes et il y a beaucoup de gens, vraiment moi sur ce qui revient sur mon compte, c'est que beaucoup de gens sont largués sur comment gérer quoi. Mais moi ce qui me fait quand même rire, c'est qu'il y a quand même toujours des acteurs économiques qui trouvent une solution. Là c'est le truc qui est un peu en vogue, où il y a beaucoup de pubs, c'est cette appli la Time Left. Le concept c'est on va vous faire rencontrer des gens en vrai. Ouais. Des inconnus en vrai, sachant que c'est une application. De la rue sachant que c'est une application qui permet de. Et je me dis, mais en fait, c'est un peu la même chose qu'une application, puisque en fait, on s'inscrit pour aller rencontrer des gens en vrai, mais finalement, sur une application de rencontre, c'est aussi un peu le principe de départ. Ouais. Et en fait, derrière, il y a quand même des acteurs. En fait, on oublie aussi qu'il y a des acteurs économiques derrière qui. Capitalistes qui cherchent à se faire énorme. de l'argent. Le marché de l'amour, c'est un marché énorme. Et oui, bien sûr, le moindre concept exploitable est exploité. Dans le chat, il y a Volka qui nous conseille les musées. Le musée, c'est un bon plan, ouais. Les concerts aussi. Corpi qui nous dit, je pense que derrière un écran, c'est plus facile de parler parce qu'on est caché. Et on a aussi plus de temps pour réfléchir à ce qu'on va dire. C'est pas faux. Mais les deux sont très vrais. En fait, il y a des gens qui sont très... qui sortent beaucoup, qui font aussi beaucoup de rencontres dans la vraie vie. Donc, et bien sûr qu'on peut faire des rencontres dans la vraie vie, mais il faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui n'osent pas. Enfin, moi, personnellement, aborder quelqu'un dans un musée, je sais pas si j'en suis capable. Donc, il faut aussi avoir cette réalité-là. Aborder des gens dans la vraie vie, c'est compliqué et c'est pas facile pour tout le monde, même dans des contextes parfois festifs. Les lieux festifs sont souvent encore un lieu de rencontre fort, mais tout le monde n'est pas à l'aise à le faire. Donc les applis, effectivement, pour des personnalités, c'est ça que moi je dis souvent, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est aussi un bel outil pour les gens qui sont moins à l'aise de prime abord dans la vraie vie, qui ont besoin aussi d'apprendre à connaître la personne d'une autre façon. Plus de douceur, plus de calme, plus de Puis il y a plein de gens qui se rencontrent même en ligne sans passer par les applis de rencontre. Il y en a eu, je sais pas s'il y en a sur Twitch, très certainement, il y en a eu sur... Je pense qu'il y en a bien sûr sur Twitch. Voilà, il y en a eu sur même Facebook, sur Instagram. Aujourd'hui, Instagram est un lieu de drague. Même sur des jeux en ligne. Pendant le Covid, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait cette appli de Scrabble là, qui cartonnait et des gens du coup se parlaient. Il y a des gens, il y a des couples qui se sont formés en ligne via des jeux. Dans les MMORPG, enfin dans les jeux vidéo. Ouais. Donc en fait, il y a aussi des gens qui sont très à l'aise en ligne et qui permettent aussi de. C'est un autre lieu de rencontre. Mais c'est juste que les applis, comme on pense que tout le monde y est pour faire la rencontre, on met énormément d'attentes et d'enjeux là-dessus et c'est ça qui biaise tout le truc quoi. Dans ton livre, il y a un encadré sur les red flags qui m'a beaucoup plu parce qu'on entend ce mot depuis à peu près 2 ans qui sonne vraiment bullshit, comme s'il y avait un peu des marqueurs universels, tu sais, qu'il faudrait redouter à tout prix. Les défauts des uns, c'est parfois les qualités des autres. Ouais, exactement. Il y a eu un peu, c'est vrai que c'est le red flag. Le mot red flag me débecte. Moi aussi, j'ai l'impression de le voir tous les jours. C'est les red flags partout pour tout. Exactement. On me dit, est-ce que tu peux faire un article sur les red flags universels, etc. Et moi, je dis toujours, il n'y en a pas, sauf si, effectivement, la personne est dangereuse, si elle vous parle mal, si elle est irrespectueuse. Ça, c'est des red flags universels. Par contre, effectivement, qu'elle écoute tel type de musique, quelle est telle situation familiale, qu'elle est... En fait, c'est pas vos critères qui sont un red flag, en fait. Il faut arrêter de... Enfin, pour moi, hein, je suis peut-être un peu dure, mais en tout cas, ma vision, c'est de dire que ça, c'est un red flag. Encore une fois, les fautes d'orthographe, c'est un red flag. Qui soit, j'en sais rien, qui viennent de se séparer, c'est un red flag. Ça peut l'être comme ça peut pas l'être, en fait. Il faut pas faire de généralité de situation de vie ou de critères physiques ou de goût, encore une fois, il boit de l'alcool, c'est un red flag, ou il boit pas d'alcool, c'est un red flag. Enfin, il y a vraiment ce truc. Et non, c'est pas des red flags, c'est vos critères à vous, qui peuvent être importants pour vous, et tant mieux. Mais arrêtons avec ces trucs de red flag universels. Moi, je refuse, je suis d'accord, je vomis ce mot. Florian, c'est quoi tes red flags sans jouer les love coach, j'allais dire peut-être que la question, il faut se la poser un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire savoir quels sont ses besoins en fait dans une histoire d'amour, dans une relation qui s'engage, etc. D'abord savoir les verbaliser et les exprimer, et ensuite aussi jauger en fonction de ce qu'en face la personne est capable de donner ou de subvenir ou de répondre ou pas à ses besoins, et savoir si nous on est nous-mêmes en capacité de répondre aux besoins de l'autre, parce que c'est pas seulement quelque chose d'autocentré, il faut être dans cette... Ouais. Et je pense qu'en fait, effectivement, si l'autre est fuyant alors que nous on a besoin d'une proximité très forte, on appellerait ça un red flag, mais c'est plutôt que la personne ne répond pas aux besoins qu'on veut qu'elle soit
proches de nous. Les amis, il est 20h passé de 7 secondes, c'est l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin, Charlotte. Du coup, comment conclure? C'est vrai qu'on a dépeint un bord très difficile, enfin très dur des applis, parce qu'effectivement il y a plein de points négatifs, mais comme tu le disais avant, c'est on pas... a aussi beaucoup parlé, avant ce soir, on a dit beaucoup de bien aussi des applis depuis longtemps. Ouais, donc, mais bon, non, c'est bien, c'est vraiment bien. Il fallait un espace pour qu'on puisse dire du mal des applis. Il faut le dire, parce que c'est important de ne pas, encore une fois, penser que c'est notre faute, parce qu'il y a aussi ce modèle économique, il y a aussi faut avoir en tête tout ça pour pas le prendre pour soi. Donc ça peut être un très bel outil aussi. Il faut juste avoir en tête, je pense, tout ça, que c'est des gens qui vous veulent pas forcément du bien, qui veulent surtout votre argent ou votre data pour faire de l'argent. Donc il faut avoir en tête tout ça, il faut pas le prendre personnellement. Si on n'a pas envie, tous les célibataires sont pas sur les applis, si on n'a pas envie d'y aller, faut pas se forcer. Mais si on a envie effectivement de faire des rencontres parce qu'on a moins d'occasions ou qu'on veut être complémentaire avec nos rencontres dans la vraie vie, on peut y aller. Il faut juste avoir en tête tout ça et pas forcément le prendre et être plutôt ouvert à la rencontre et pas le prendre pour soi, quoi. Florian, oui, et puis si vous vous sentez à la fois bien ou mal, quittez-les et puis essayez, en fait, juste essayez, testez. Vous ne perdrez pas. La vie, c'est du temps, on a le temps. Mais faites attention à vous quand même.